Bonsoir à tous, bienvenue dans 27, l'émission de débat d'actualité européenne et citoyenne. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, notre société rejette-t-elle le handicap ? Après des dizaines d'années de débats sur l'inclusion des personnes handicapées, certaines sont aujourd'hui formelles. Nous vivons dans une Europe validiste, paternaliste et infantilisante, une société régie par et pour les valides, où l'invalidité est de facto exclue et discriminée. Évidemment, nous entendrons les analyses et les témoignages des Européens recueillis lors de notre séance de réflexion collective. Et pour en débattre, nous recevons François Marien. Il ne voit aucune avancée sur la question dans de nombreux pays d'Europe et pense qu'il faut aller vers l'autonomie. Philippa Pinto Coelho pense quant à elle qu'on peut améliorer la formation et l'accompagnement et les rendre plus inclusifs. Notre reportage nous conduira en Espagne où le gouvernement a lancé une stratégie nationale pour permettre aux personnes dépendantes de vivre chez elles et non pas en institution. Et enfin, dans notre grand entretien, je recevrai le sculpteur Mauro Corda. Avec ses sculptures, il interroge notre rapport au corps en intégrant le handicap à son travail et aux représentations artistiques. Voilà, c'est le programme de 27, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue. Et comme chaque semaine à mes côtés, Corentin Chrétien-de Rose. Salut Corentin. Salut Nora. Au fait, vous savez qui a dessiné ça? Alors, j'en sais rien, mais je subodore que vous allez me le dire. Mais c'est bien, c'est Suzanne Kofoed, une étudiante danoise en design. C'était il y a 55 ans et aujourd'hui, c'est l'un des symboles les plus connus au monde. Elle a dessiné ça il y a 55 ans. Elle a gagné un concours, en fait. Eh bien, écoutez, cette semaine, dans notre débat en ligne, nous avons notamment donné la parole aux premiers concernés, Corentin. Oui, ceux qu'on entend finalement pas tout le temps sur ce débat, les personnes en situation de handicap, activistes français, eurodéputés allemandes, fonctionnaires polonaises de la Commission européenne, mais aussi vidéastes grecs, à leur côté des personnes valides mais bons connaisseurs du sujet également, patrons, chercheurs, militants, membres du Téléthon. Ensemble, on a essayé de se demander si l'Europe était réservée aux hommes qui marchent, qui voient et qui entendent. Et je précise que ce débat est visible en intégralité sur le compte YouTube de l'émission. Alors, notre société est-elle discriminante vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Corentin, vous avez résumé ce débat, c'est votre pourquoi de la semaine. L'Europe est-elle faite pour tout le monde? Prenons quelqu'un au hasard. Allez, lui. Oh non, pas un roux. Allez, lui. Un homme normal. Il peut aller dans la rue, prendre le métro, trouver un travail, comme tout le monde. Super, non? Notre société n'est pas pensée pour une personne qui ne marche pas ou une personne qui ne voit pas. On a des personnes en situation de handicap qui n'ont pas assez pour vivre, qui ne peuvent pas utiliser les transports publics, qui sont exclus de la vie en société, qui sont contraintes de vivre en institution. La société est construite pour que la norme, ça soit la personne valide. Reprenons. Un homme normal, ça n'existe pas. Ou alors, 87 millions d'Européens ne sont pas normaux. C'est le nombre d'habitants de l'UE avec un handicap, soit un adulte sur 4. Et si ça vous surprend, ça par contre, c'est normal. Chez nous, le pictogramme du fauteuil roulant a fait beaucoup de mal. Dès qu'on parle handicap, on parle fauteuil roulant, on parle forcément de handicap visible, alors que la plupart sont aussi invisibles. 80% des handicaps déclarés sont impossibles à détecter. Invisibles au sens propre, comme au sens figuré. Nous, en Grèce, on ne sait pas combien il y a de personnes handicapées. On ne les a jamais comptées. On ne nous voit pas dans la rue. Et de fait, on n'y va pas beaucoup. Mais c'est parce qu'on ne peut pas. Il faut déjà réussir à sortir de chez soi. Il faut déjà avoir un chez soi. Et quand vous n'existez pas, c'est plus dur de trouver un travail. En Europe, la moitié des personnes avec un handicap n'en ont pas. Et un tiers d'entre elles risquent la pauvreté. J'ai des problèmes de santé qui font que je ne peux pas travailler à plein temps. Et le monde du travail m'est entièrement hostile. C'est-à-dire que c'est pas très intéressant pour un employeur d'adapter un poste de travail alors qu'ils peuvent embaucher quelqu'un avec moins de difficultés. Pourtant, l'Europe a signé une convention afin de garantir les libertés fondamentales des personnes handicapées. Un joli texte, vraiment, bien écrit. Dommage que personne l'applique. On doit arrêter de se demander si on est prêt à respecter les droits humains des personnes avec un handicap. Arrêter de dire « oui, mais la société doit être prête, il ne faut pas brusquer les choses ». Non, on a signé la Convention de l'ONU en 2008 et nous sommes en 2023. 15 ans plus tard, certains Européens ne peuvent toujours pas sortir dans la rue, s'éduquer,
voyager ou travailler. Mais c'est pas de votre faute. Ce n'est pas la faute de vos corps, ce n'est pas la faute de vos cerveaux ou la faute de vos yeux. C'est la faute d'une politique qui vous discrimine et fait de vous des personnes handicapées. Les libertés fondamentales sont-elles réservées aux personnes valides? L'égalité n'est-elle qu'un joli mot au fronton des mairies? Et si oui, qui est handicapé? Les êtres humains ou la société? Et pour en débattre, François Marien, vous êtes enseignant, conférencier, coach. En 2016, vous avez joué un rôle majeur comme conseiller et expert sur la question du handicap auprès du candidat et actuel président de la République Emmanuel Macron en France. Aujourd'hui, vous intervenez dans les entreprises, notamment pour les accompagner vers l'inclusion et l'égalité. Filipa Pinto Coelho, vous êtes présidente de l'association Vila com Vida. Et vous avez ouvert plusieurs franchises des cafés joyeux qui emploient des personnes en situation de handicap au Portugal. Vous collectez des fonds auprès des entreprises pour garantir des emplois et des formations à des personnes autistes et trisomiques. Alors, qui est handicapé? Est-ce que ce sont les êtres humains ou est-ce que c'est la société, François Marien? D'abord, permettez-moi de vous remercier de m'inviter et je suis heureux de débattre avec Filipa. Je pense que pour répondre à cette question, effectivement, nous sommes tous en situation de handicap. Il faut voir la chose comme ça. Donc moi, je ne me considère pas comme une personne en situation de handicap, pas plus que vous, en fait. Vous voyez, donc, je pense que c'est ça le mot égalité. Ça veut dire que, globalement, il faut réinterroger plutôt nos normes que de se poser la question qui est valide et qui est invalide. Vous êtes d'accord, Filipa? Oui, je pense que le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de proximité ni de communication ou d'échange entre les personnes qui ont des difficultés, visibles ou non, et notre société en général. Je pense qu'un jour, ces distinctions n'existeront plus et qu'on ne verra plus de différence parce qu'elles feront véritablement partie de chacun d'entre nous. Oui, mais pour l'instant, elle existe encore. On le voyait à l'instant. François Marien, c'est la société qui met des barrières aux gens qui sont en situation de handicap. Vous disiez, il faut qu'on dépasse cette notion de valide et d'invalide. Mais on voit bien que la difficulté, elle est réelle pour une partie des gens qui ont même du mal à se déplacer, à entrer sur le marché du travail. Dès le départ, certains pays n'ont pas eu l'audace de nous mettre tous dans un même bateau. Par exemple, dans les années 60, la Suède a décidé vraiment de faire un pas énorme, c'est-à-dire de fermer toutes les institutions qui regroupaient les personnes en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, on arrive dans une société comme la Suède où le mot handicap, il disparaît presque du vocabulaire. Donc oui, effectivement, il y a des personnes en situation de handicap. Le mot handicap n'est pas un gros mot. J'ai un handicap, mais l'interprétation de ce mot-là est parfois péjoratif et fait peur. Et il faut casser ça. C'est un stigmate qu'il faut casser. Filipa Pinto Coelho, c'est comme ça que vous avez créé l'association Vila com Vida? Exactement. Il se trouve que j'ai une expérience personnelle parce que je suis maman d'un enfant atteint de trisomie 21. J'ai eu peur, bien sûr, lorsque j'étais enceinte. Mais j'ai réalisé que si j'avais peur, la société avait peur également et qu'il était naturel que j'aie peur. Car bien sûr, cette différence ne nous est pas familière. J'ai donc ressenti que je pouvais jouer un rôle dans cette association Vila com Vida en créant des opportunités authentiques, régulières et positives pour que la différence puisse faire partie de nos vies et que cette différence cesse d'être perçue avec peur, qu'elle puisse être perçue naturellement. Alors, Corentin, vous l'avez dit, 87 millions d'Européens sont en situation de handicap. Mais quand on parle des personnes avec un handicap, de qui parle-t-on? On parle de nous, c'est ce que vous avez dit. La majorité des handicaps en fait, se développent au cours de la vie. Si on regarde les chiffres en Europe, entre 17 et 65 ans, une personne sur 6 est en situation de handicap. Après 65 ans, c'est une personne sur 2. Donc, à terme, on est tous concernés, indirectement ou directement, et on va l'être de plus en plus, puisque la population européenne est de plus en plus âgée. Et pourtant, ces handicaps, on le disait, sont souvent source de discrimination, et cela a été confirmé par le témoignage de la semaine. Oui, en Europe, une personne avec un handicap sur 2 se dit victime de discrimination. Et si on regarde les chiffres, c'est vrai, tout simplement. Si vous avez un handicap, le risque de faire face à la pauvreté et à l'exclusion est supérieur de 50%. Le risque d'arrêter l'école trop tôt est supérieur de 100%, comme le risque de subir des violences domestiques. Et le risque, là c'est un paradoxe, de ne pas être bien soigné est supérieur de 300%. Voilà, une discrimination omniprésente, totale, que les membres de notre atelier ont dénoncée. On me demande toujours la même chose. Toi, quand tu étais enfant,
Est-ce que les autres enfants se moquaient de toi en te pointant du doigt et en riant? Parce que j'ai un handicap visible, j'ai les bras plus courts. Mais non, ça m'est arrivé peut-être 2 fois dans ma vie. Le validisme, c'est plus une discrimination cachée, du genre « toi, tu n'as pas de vie sexuelle, bien sûr, vous voyez ?» Des questions crues, très directes. « Toi, tu n'as pas de permis de conduire? Pourquoi? Tu ne me connais pas? Je peux très bien conduire une voiture, bien sûr que j'ai le permis. » Il y a aussi la difficulté de l'accès à l'emploi, la difficulté de l'accès à l'éducation, de l'accès à une vie autonome, de l'accès à, en fait, faire des choix par nous-mêmes. C'est-à-dire que la société est construite pour que la norme, ça soit la personne valide. Moi, je peux dire un truc tout bête sur la ville de Paris. Il y a une seule ligne de métro qui est accessible à 100% pour les fauteuils roulants. Voilà, c'est la ligne 14. Voilà, une sur toute une ville de la taille de Paris. Notre société, nos villes, notre environnement ne sont pas pensés pour une personne qui ne marche pas, une personne qui ne voit pas, une personne qui n'entend pas ou une personne qui est autiste. Mais la diversité des êtres humains, ce n'est pas un homme européen, blanc, hétérosexuel, qui marche, qui voit et qui parle. François Marien, on entendait à l'instant la notion de validisme. Ce qui veut dire une société qui serait discriminante vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Est-ce que nous sommes, selon vous, des sociétés validistes? Oui. Au même titre que nous avons le sexisme, le racisme, il y a le validisme. Il y a le validisme. Mais effectivement, soyons pragmatiques, il y a trop d'embûches, il y a trop de discrimination pour une personne qui souhaite avoir une vie entre guillemets normale, en fait. Donc, du coup, ça, c'est le combat en 2023 qui devrait plus être nécessaire. Tout comme le sexisme, tout comme le racisme. Moi, je parle beaucoup aux jeunes. Je vois cette jeunesse qui a peut-être ses préjugés quand elle me voit arriver en classe. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un black avec des petits bras et en plus qui est belge. Vous voyez, je cumule beaucoup de choses. Eh ben, on casse les peurs, on brise les tabous quand on discute, quand on échange. Et moi, j'ai beaucoup de confiance en cette jeunesse qui a les capacités en main pour vraiment changer radicalement cette société et la rendre vraiment égalitaire. J'y crois beaucoup. Filipa Pinto Coelho, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que nous sommes des sociétés validistes? Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine. Si on demandait à chacun d'entre nous ce qu'il pense de cette question du handicap et si l'opinion des citoyens était prise en compte par les décideurs, il y aurait probablement beaucoup plus de choses qui seraient mises en place. J'entends, mais après, il y a aussi la question des institutions, du pouvoir. Pardon, on va se dire les choses clairement, on a le sentiment que rien n'avance. Il est vrai que si aujourd'hui la différence, notamment la différence cognitive, ne nous est pas familière, c'est parce qu'au Portugal, l'État a décidé de déléguer cette réalité aux institutions. Et c'est ça qui crée cette différence, cette distance dans nos regards. Mais aujourd'hui, par exemple, avec le Café Joyeux, on en a déjà ouvert un deuxième et bientôt un troisième, on commence à ressentir une certaine bonne volonté. C'est le signe que tout le monde prend conscience que cette réalité doit être plus proche de tous. Mais bien sûr, c'est difficile de changer. Il est parfois nécessaire de prendre des risques pour donner l'exemple. François Marien, clairement, en fait, on est à la traîne et c'est un manque de volonté politique. J'ai une petite critique envers la France, c'est que trop d'associations avec des revendications différentes à chaque fois créent un embouteillage dans l'évolution d'une société vers l'inclusion. L'inclusion réelle, c'est le choix, comme tout à chacun, de gérer sa vie. Moi, si j'avais pas eu des parents qui me laissaient faire, qui me laissaient me débrouiller comme tout à chacun, peut-être que je serais aujourd'hui dans une institution. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu la chance d'aller en école de commerce. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas là en étant fier de payer des impôts et de porter cette voix. Il y a énormément, en France en tout cas, et en Belgique, je suis belge, donc je peux le dire, il y a énormément de cette barrière-là où on ne donne pas la chance aux personnes en situation de handicap de décider de leur propre vie. Et alors, ça, c'est un fléau. Et alors justement, le droit à l'autodétermination, Corentin, pour accueillir les personnes qui ne peuvent pas être aidées par leur famille, il existe de nombreuses institutions spécialisées, mais contre toute attente, ceci n'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, 1 400 000 Européens vivraient dans ces institutions aujourd'hui. Et on pourrait se dire, en tout cas si on ne connaît pas comme vous bien le sujet, que c'est une attention de la société, que c'est plutôt bien qu'il y ait ces endroits qui existent. Pas du tout, en tout cas pas souvent. Nos invités dans l'atelier n'avaient pas de mots trop durs contre ces institutions.
Ici, en Grèce, l'Union européenne finance des institutions. Et moi, je suis heureux et chanceux d'être ici avec vous, parce que la plupart d'entre nous vivent dans ces institutions. Mais en fait, ce sont des prisons. Vous ne pouvez pas choisir quels habits vous portez, à quelle heure vous vous levez, ce que vous mangez, ou si vous pouvez sortir ou pas. Pour nous, les institutions, il n'y en a pas une de bonne. Le concept même d'habitat collectif pour personnes handicapées hors de la société, pour nous, est à bannir. Donc, concrètement, notre position, c'est qu'il faut tous les fermer. Tout ce qui met les gens à côté, qui les range dans des petites boîtes et qui les pousse loin des regards. Mais par contre, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut rien mettre à la place. Évidemment que le handicap nécessite un accompagnement, ça dépend du type de handicap. Mais nous, on milite aussi pour la mise en place de l'aide humaine à hauteur des besoins. Moi, à titre d'exemple, personnellement, je vis à mon domicile avec 5 auxiliaires de vie à plein temps, financés par la compensation de handicap en France. J'ai quelqu'un 24 heures sur 24, je ne suis jamais seul à mon domicile. François Marien, est-ce qu'il faut fermer ces institutions? On entendait à l'instant, les institutions sont des prisons. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis totalement d'accord, il faut les fermer, ces institutions. Alors, je ne dis pas qu'il faut fermer 100% des institutions. Il faut que ce soit une exception, en fait, l'institution. Il faut que, si vous prenez le ratio de financement que l'État public verse chaque année, c'est 52 milliards d'euros par an. Donc, c'est 2,2 du PIB. Il faut que cet argent-là soit mieux fléché vers des solutions d'inclusion, vers l'accompagnement, vers des écoles adaptées. Mais on voit qu'il y a un problème de moyens, hein. En France notamment, on sait que les AESH qui accompagnent justement les enfants dans le milieu scolaire... Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de fléchage de moyens. La Suède a ce même budget et fait beaucoup mieux. Donc les moyens, on les a? Bien sûr. C'est quoi? C'est qu'en fait, on ne sait pas faire? C'est tout simplement mal fléché. La France a toujours cette logique d'institutionnalisation de pauvres petites personnes handicapées. Ouais. On va vous aider. Une forme de paternalisme. Voilà. Regardez, Emmanuel Macron... La première mesure phare qu'il annonce, une fois qu'il est élu, c'est l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Ce n'est pas ça que les personnes handicapées attendent. Les personnes handicapées n'attendent pas de gagner 800, 900 euros par mois. Les personnes handicapées, elles souhaitent avoir un projet de vie. Moi, je suis fier de payer des impôts. Je suis fier de rendre la société plus riche grâce à mon travail. Je suis fier de me lever le matin. Et vous m'avez fait lever très tôt ce matin. Mais je suis fier d'être avec vous. C'est ça la réalité, l'envie des personnes en situation de handicap. Et justement, en 2022, l'ONU a demandé la désinstitutionnalisation du handicap. Et elle a jugé durement la France en dénonçant une législation et des politiques publiques fondées sur le modèle médical et des approches paternaliste du handicap. Qu'en dites-vous, Philippa Pinto-Coelho? Est-ce que vous diriez que ces institutions, il faut les fermer? En 2014, une charte sociale a été rédigée indiquant que 15% des personnes placées en institution auraient la capacité d'être autonomes. On a fait le calcul. Cela voulait dire que l'État portugais économiserait 31 millions d'euros par an s'il investissait dans la formation professionnelle de ces personnes et ne les laissait pas dans les institutions. On est totalement d'accord avec ce mouvement de désinstitutionnalisation, notamment parce que personne n'aime être en marge de quoi que ce soit. C'est pour ça que nous, au Café Joyeux, on emploie des personnes qui démontrent en un mois de travail qu'elles peuvent évoluer dans leurs responsabilités. Ce modèle est incroyable, car c'est le premier modèle qui investit dans l'embauche pour former les salariés. C'est ce que vous souhaitez, j'imagine, pour votre enfant ? Clairement, en tant que mère, je veux que mon fils Manuel apprenne à être autonome le plus rapidement possible. Je veux qu'il fasse partie d'un monde qui ne le traite pas en étranger. Je veux qu'il se sente capable d'avoir un métier qu'il aime exercer. Manuel est très beau. Il est trisomique, mais il est très beau. Mais il est différent. Et j'ai vu beaucoup de gens le regarder avec insistance. Je me suis dit, ça ne va pas, ça. Je voudrais une société qui ne se comporte pas ainsi. Et pour cela, il faudrait tout changer. Pour revenir à au Café Joyeux, il faut faire attention de ne pas non plus tomber dans un écart de dire que c'est de l'inclusion et finalement créer un modèle qui soit réservé qu'aux personnes trisomiques, en fait, où on va boire un café pour voir des personnes trisomiques, en fait. Je pense qu'on va tomber dans ce côté un peu de voyeurisme. Donc, la communication, les belles couleurs, c'est très bien, mais attention de ne pas non plus tomber dans finalement, dans l'extrême des choses qui fait... donc voilà. Donc qu'on renforce le stigmate, c'est ça que Exactement.
Je crois que lorsque Jan Bucay a créé ce projet, il voulait donner de la visibilité à la fragilité dans son ensemble, dans nos sociétés. Le projet Café Joyeux a été créé pour répondre à un besoin social, des personnes qui quittent l'école avec le potentiel de mener une vie autonome. Tout le modèle du Café Joyeux, qu'il s'agisse de l'équipement utilisé, du choix des recettes, est créé pour que les gens acquièrent cette autonomie et qu'ils aient une bonne estime d'eux-mêmes, pour que cela leur serve ensuite de tremplin vers le monde. Pourquoi au Café Joyeux, on ne propose que des contrats à durée indéterminée? Parce que personne n'a encore pu donner cette sécurité à quelqu'un qui veut montrer toute sa valeur et qui a dit oui, je suis capable de travailler et d'avoir un emploi. Alors, je vous propose de revenir sur la question de la désinstitutionnalisation. Certains pays ont récemment sauté le pas. L'année dernière, l'Espagne a adopté une stratégie, justement, de désinstitutionnalisation. L'objectif, c'était de permettre aux personnes en situation de handicap d'être indépendantes et de vivre où elles le souhaitent, hors des établissements spécialisés. Reportage d'Aglaé Millard. Valladolid en Espagne. Nacho Fabriqué a 43 ans. Bonjour, comment ça va? Souffrant d'une dystrophie musculaire, il reçoit l'aide d'un assistant personnel depuis 2 ans qui l'accompagne au quotidien. Son assistant Nicolas vient du lundi au vendredi, à raison de 4 heures par jour, et effectue les tâches que Nacho ne peut pas faire seul. Par exemple, là, je ne peux pas mettre les choses dans les étages du haut. Je peux ouvrir le frigo et les mettre sur le premier étage, mais pour les autres, j'ai besoin de mon assistant pour les ranger. Il vient le matin, il m'aide à me lever, à faire ma toilette, m'habiller. Il m'accompagne si je dois aller à ma rééducation ou à un rendez-vous médical. Et il revient l'après-midi pour m'aider à préparer le dîner, pour une autre promenade ou si j'ai quelque chose de prévu. Avant d'emménager dans cet appartement, Nacho habitait chez ses parents. L'année dernière, il a décidé de quitter le domicile familial pour tenter de mener une vie indépendante. J'enviais mes amis et mes proches qui vivent seuls ou en couple, et moi, ce que je voulais, c'était essayer. C'était un peu mon illusion, mon petit rêve. Aujourd'hui, je me sens fort parce que j'ai réussi. J'ai pu tenter ce que je voulais, et je vais continuer de me battre pour vivre de manière indépendante le reste de ma vie. Nacho a rencontré Nicolas grâce à la plateforme nationale qui représente les personnes en situation de handicap. Cette association recrute et forme des assistants personnels. À la fin du processus, c'est l'usager lui-même qui choisit son assistant. La durée de travail moyenne des assistants personnels est d'environ 4 heures par jour. C'est bien, mais nous aspirons à ce que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier d'au moins 8 heures d'assistance personnelle par jour, pour qu'au final, elles soient le plus indépendantes possible. La région de Castilla y León attribue à chaque personne en situation de handicap 1 050 € pour s'attacher les services d'un assistant personnel. C'est 300 € de plus que la moyenne nationale. En Espagne, le déploiement des assistants personnels varie fortement d'une région à l'autre. Le Pays Basque et la Castilla y León, par exemple, en comptent respectivement plus de 6 000 et 2 000, tandis que 8 autres régions n'en ont aucun. Alors, l'année dernière, le gouvernement a lancé une réforme de la loi sur la dépendance pour, entre autres, développer l'assistance personnelle sur tout le territoire. Nous allons convenir avec l'ensemble des régions d'un cadre commun pour définir et déployer l'assistance personnelle sur tout le territoire. C'est aussi un problème culturel de nos sociétés, de penser qu'ils n'ont pas à nous demander à nous ce que nous voulons, où nous voulons vivre, de quelles aides nous avons besoin. Donc les administrations en général préfèrent dire « je vais te donner ça », sans poser la question à la personne. Et cette réforme de la loi va mettre l'accent sur la personne. Le ministère espère que la loi entrera en vigueur à l'été. Mais la perspective de nouvelles élections législatives en décembre 2023, avec un possible changement de gouvernement, inquiète les associations. La désinstitutionnalisation, c'est un sujet très vaste.
qui impliquent des changements qu'on ne peut pas réaliser dans l'échéance d'un mandat, peut-être même pas d'une génération. Il y a une transformation de la société, de la manière dont on conçoit les villes, comment on pense les systèmes d'aide, comment on change la mentalité des personnes. Des personnes qui sont habituées à vivre en institution et qui doivent accepter et vouloir prendre le contrôle de leur propre vie, prendre des décisions, être conscientes du fait qu'elles sont des sujets de droit. Si la réforme est votée, le gouvernement prévoit de multiplier par 5 le budget alloué à la dépendance, dont une partie sera financée par des fonds européens. Philippa Pinto Coelho, vous y croyez à cette possibilité d'offrir à une personne en situation de handicap, on pense à Nacho qu'on a vu dans le reportage, la possibilité d'être accompagné toute la journée par un assistant personnel? Est-ce qu'on a les moyens de cette politique? Au Portugal, il existe un projet pilote de soutien à la vie autonome. Et nous, l'association Villa Comme Vida, on a le label CAVI, Centre de soutien à la vie autonome, qui s'inscrit précisément dans ce processus. Des assistants de vie choisis par la personne elle-même en fonction du nombre d'heures dont elle a besoin par jour. C'est évidemment également une préparation à l'autonomie. Je crois fermement en ce modèle. Je pense que c'est très important et que c'est une solution clé pour la désinstitutionnalisation. François Marien, en France, une loi sur le handicap en 2005 met justement en place ce cadre qui est censé conduire vers l'autonomie. Le problème, c'est les moyens alloués? Non, le problème, c'est l'audace, en fait. Nos politiciens... L'audace. Le manque d'audace de nos politiques. Exactement, le manque d'audace, le manque de vision. Tout passe par l'école. L'émancipation de tout le monde, c'est l'école. Aujourd'hui, peu de personnes en situation de handicap vont au-delà du bac. Oui. Donc là, déjà, il y a une fracture. Vous savez, moi, j'accompagne les entreprises. Elles me disent, mais François Marien, nous, on voudrait engager des personnes en situation de handicap. Mais on est bloqué parce que les personnes handicapées n'ont pas le niveau scolaire retenu pour accéder à ces postes-là. Et donc ça, c'est un sujet. Et bien justement, merci pour cette transition. Corentin, un des noyaux de la discrimination, c'est notamment donc l'accès au travail. Et en Europe, une personne en situation de handicap sur 2 n'a pas d'emploi. Mais certains pays ont mis en place des mesures d'inclusivité. Oui, par exemple, des quotas. En Slovaquie, pour une entreprise de plus de 20 salariés, vous devez avoir plus de 3% de vos salariés qui sont en situation de handicap. C'est 5% en Allemagne, 6% en France, pareil en Irlande dans les services publics. Et c'est plutôt salué par tous les membres de notre atelier. Un détail près qui vient justement des employeurs, et vous l'avez dit, François Marien, seule une personne sur 7 en Europe en situation de handicap a un niveau supérieur au bac. Donc c'est parfois difficile de recruter, notamment pour des postes hautement qualifiés. Alors justement, et les entreprises ne peuvent pas toujours adapter les postes de travail. Alors, il y a des solutions, selon elles, et c'est l'information étonnante de cette semaine. Oui, il existe des entreprises spéciales adaptées, comme les ESAT en France ou les ateliers adaptés en Allemagne. Elles permettent aux personnes en situation de handicap de travailler dans un environnement qui leur est adapté, et aussi aux entreprises, on va dire, traditionnelles, de faire appel à ces ateliers pour remplir leurs quotas. Donc on pourrait se dire que c'est une situation gagnant-gagnant, mais pas du tout. En tout cas, c'est ça l'information étonnante, c'est que les membres de notre atelier étaient très critiques à l'égard de ces ateliers spécialisés. On peut parler du mal que font les ESAT. Donc c'est des établissements spécialisés dans le travail qui font qu'en fait, ils ne respectent pas le code du travail, puisque les personnes qui travaillent dans ces centres sont soumises au code de l'action sociale. Et ils produisent de la richesse sans être couverts par le droit du travail, sans représentation syndicale, sans SMIC, sans droit de grève, sans médecine du travail, etc., etc., etc. Et ça, je pense que c'est un problème très, très important, parce que ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui sont exploités dans ce pays sous couvert de bienfaisance. Dans mon pays, en Allemagne, nous avons 320 000 personnes qui travaillent dans ces ateliers spécifiques. Et ce sont les meilleurs endroits pour que Volkswagen, Mercedes ou BMW puissent produire moins cher. Car c'est moins cher de produire dans ces ateliers en Allemagne qu'en Moldavie ou ailleurs. Mais on n'est pas des esclaves. Oui, je parle d'esclavage. On ne peut pas être payé 1 euro de l'heure en travaillant pour les grands groupes automobiles. Ça doit être clair. Philippa Pinto Coelho, on parle d'esclavagisme moderne, vous êtes d'accord? Ce que vous dites là, c'est incroyable. Je suis sidérée que cela existe. Il est évident que les personnes handicapées ont droit à de bonnes conditions de travail, à des salaires et à tout ce qui correspond le mieux à leurs capacités. Ils n'ont pas à recevoir moins, tout simplement. Au Café Joyeux, les gens sont payés au salaire minimum national et en fonction des heures de travail qu'ils font pendant la journée.
François Marien. Les ESAT en France, les établissements adaptés, rien que les termes déjà sont à bannir, sont discriminants en fait. On se dit, tiens, on a fait notre petit BA, on va travailler avec des entreprises adaptées qui emploient des personnes handicapées pour ne pas les recruter dans nos entreprises en fait. C'est ce que l'État, encore une fois, a permis, parce que ces dispositifs, c'est pour compenser une non-inclusion réelle. Hein. C'est une forme de ségrégation, je suis désolé de le dire. Lorsque vous dites, on vous met entre handicapés pour produire des choses que nous, on va vous payer beaucoup moins parce que finalement, il y a des dispositifs que l'État met en place, effectivement, vous alimentez une forme c'est grave, en fait. Ouais. Philippa Pinto Coelho, la ségrégation, le mot est quand même très fort. Qu'est-ce que vous comprenez quand les entreprises disent aussi « Oui, mais pour nous, c'est difficile d'adapter un poste de travail » et, disons-le clairement, il y a aussi des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler. Au Portugal, dans les entreprises, on est assez bon en matière d'intégration de personnes présentant un handicap cognitif, notamment au sein des grands groupes. Il y a de la place dans les entreprises pour tous les types de handicap. Je n'en ai aucun doute. Mais encore une fois, c'est une question d'audace en fait. D'audace, de volonté, et c'est une question peut-être aussi de responsabilité quand on sait qu'effectivement, si on ne respecte pas les quotas... Et d'intelligence aussi. Mais Corentin... Et de responsabilité et de aussi. responsabilité. Envers les personnes handicapées. Bien sûr. Il faut que les personnes handicapées sortent aussi de leur situation. Nous sommes des citoyens à part entière. Vous montrez tout à l'heure les 87 millions des citoyens européens en situation de handicap. Non, c'est 87 millions de citoyens européens, point final. Point final. Et c'est ça. Et c'est justement tout l'enjeu. Merci de nous le rappeler, François Marien. Corentin, dans l'atelier, nous avons parlé de la manière dont on se représente et surtout dont on se comporte avec les personnes porteuses d'un handicap, notamment dans les campagnes de charité qu'on voit régulièrement à la télévision ou ailleurs. Et nos invités n'étaient pas d'accord. Et les invités n'étaient pas d'accord. Oui, bien sûr. En fait, le débat, il pourrait se résumer par une question simple. Est-ce qu'il faut en finir avec la pitié ? On peut parler du mal que fait le Téléthon chaque année en France, dans le sens où je pense qu'il faudrait mieux militer largement pour que la recherche publique soit financée convenablement, plutôt que de mettre son énergie et son temps dans des émissions qui montrent des personnes handicapées comme des êtres fragiles qui nécessitent qu'on leur passe la main dans les cheveux et qui rêvent que d'une seule chose, c'est de marcher. Et moi, je vous le dis très clairement, pour étant une personne concernée, par aussi le type de maladie qui parle au Téléthon, la marche n'est pas un sujet. Moi, je veux des droits, je veux l'accès à la société, je ne veux pas me tenir debout. Je m'en tape, c'est vraiment la preuve du validisme, c'est-à-dire qu'on n'aurait de salut que si on redevient comme les autres, quoi. Arrêtez de vouloir faire le bien. Tous les ans, on voit des émissions caritatives autour de Noël qui nous demandent de donner de l'argent aux pauvres personnes handicapées. Arrêtez avec ce regard paternaliste où il faudrait forcément faire quelque chose pour nous. On a essayé de sortir de cette cliché de mettre quelqu'un qui est assis sur un siège. L'image, c'était une image très positive, très propre, etc. Mais ça ne nous a pas trop aidé si je dois aller chercher de l'argent. Moi, je serais prêt si quelqu'un m'aide à trouver une autre solution. Mais des fois, il faut provoquer les gens pour faire qu'ils donnent de l'argent. Je regrette de le dire, mais c'est un peu la réalité jusqu'à aujourd'hui. Ceci, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas évoluer encore plus et essayer de sortir de cette image toujours négative. Il faut casser le mythe que les personnes en situation de handicap sont forcément tristes, seules, etc. Si on garde ce mythe, quelles que soient les politiques mises en place, on n'y arrivera pas. Philippa Pinto Coelho, il faut en finir avec le Téléthon, avec ce regard paternaliste rempli de charité. C'est la culture du misérabilisme. Cela n'aide personne. Personne ne veut être considéré comme un misérable, mais au contraire comme une personne capable. La culture positive, lorsqu'on parle de talent, c'est de montrer aux gens que les personnes handicapées travaillent, sont heureuses, épanouies, autonomes. Même si elles sont peu nombreuses à l'être, montrons-les davantage. François Marien, comment on fait justement pour retourner le stigmate? Est-ce qu'il faut supprimer les téléthons et autres chantiers comme ça caritatifs? Alors le téléthon, il faut être aussi pragmatique. Le téléthon, c'est un manque de moyens de l'État en termes de... C'est de l'argent que l'État n'investit pas dans la recherche. Donc il faut rester prudent. Donc je ne vais pas être aussi radical. Le téléthon, c'est très compliqué. Donc voilà. Maintenant, je pense que
si on veut changer les choses, et moi je suis un optimiste, la jeunesse, cette jeunesse, elle a les clés en main. Cette jeunesse, elle, si vous lui parlez, si vous lui donnez des problématiques, elle trouve des solutions. Le politique devrait parfois un peu moins mettre de règles, moins mettre de normes, moins mettre de quotas, parce que ça fait peur aux chefs d'entreprise. Oui, on voit par exemple que sur la question des femmes, de la représentativité des femmes, il a fallu passer par les quotas pour qu'elles soient enfin au même niveau. Et ces quotas ont été décidés par des hommes et qu'ils ont mis ça à 40 et 60%. Donc c'est pour ça qu'il faut que ces personnes-là, nous sommes porteurs de ce changement. Les femmes doivent changer les choses. Les personnes en situation de handicap. De handicap, être femme et être black. Donc il faut qu'on se mette tous ensemble en fait. Il ne faut pas prêcher pour notre propre paroisse. Il faut qu'on crée ce changement. Il faut qu'on crée cette solidarité entre nous, ne pas se marcher sur les pieds. Ce que j'entends, c'est que le combat sur le sexisme, sur le racisme, sur le validisme, en fait, c'est un combat collectif. Mais il est le même. C'est le même. Moi, je ne me lève pas le matin en disant je vais juste défendre les personnes handicapées. Ouais. Enfin, si je vois une discrimination envers une femme, je vais me soulever. Enfin, il faut, à un moment donné, il faut voir le mot égalité dans son ensemble. En fait. L'enjeu, Philippa, c'est vraiment une société inclusive vis-à-vis de toutes les minorités, quelles qu'elles soient. C'est cette manière-là dont il va falloir qu'on repense nos sociétés. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Et je suis d'accord avec François quant au potentiel du regard nouveau des jeunes. C'est la jeunesse qui changera le monde. François Marien. J'aimerais bien aussi dire quelque chose, c'est que la responsabilité des médias est très importante, et c'est pour ça que je vous remercie de donner la possibilité d'en parler. Vous savez, il y a 20% de personnes en situation de handicap dans la société, et aujourd'hui, la personne en situation de handicap est représentée à 0,7% dans les médias. Vous savez que lorsqu'un enfant regarde la télé, il voit la société. Il faut que les personnes handicapées fassent partie du champ de la normalité. Et nous montrer la télé, c'est montrer le monde, en fait. C'est montrer l'univers. Arrêtons de nous cacher. L'inclusion, c'est un pas vers l'autre, chacun. J'ai mon pas à faire vers la société qui n'est pas inclusive. J'ai autant de responsabilités que la société en a vers moi. Moi, ce que j'entends surtout, c'est la nécessité de changer les regards et de faire en sorte que la télévision, et c'est ce que nous faisons ce soir, fasse en sorte de représenter en miroir toute la société. Donc, un homme noir handicapé, une femme non blanche, une autre femme un roux. Quand même. Merci beaucoup. Merci d'avoir débattu. Merci. C'est la fin de notre débat, mais tout de suite, c'est le grand entretien. Je reçois Mauro Corda, artiste, sculpteur contemporain. Né en France, originaire de Sardaigne, Mauro Corda est issu d'une famille de bâtisseurs, mais il décide très tôt de ne pas embrasser la carrière d'architecte, lui préférant celle de sculpteur. Après les Beaux-Arts et la Casa de Velázquez à Madrid, dont il est lauréat, Mauro Corda expose dans le monde entier. Sculpteur du corps, il questionne notre société et le regard qu'elle pose sur la différence, sur la notion de normalité et sur l'exclusion, question centrale de nos sociétés modernes et prégnante dans sa dernière exposition, Un autre regard. Bonsoir Mauro Corda. Bonsoir. Pour votre exposition, vous avez réalisé une série de plus de 50 sculptures de personnes de petite taille. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, il est arrivé tout naturellement ce choix parce que j'ai eu un enfant handicapé, autiste. Mais l'autisme, c'est pas quelque chose qu'on voit a priori physiquement, ça ne l'est pas. Mais par contre, elle a des comportements qui étaient dans des endroits publics regardés bizarrement par les gens. Et ce regard m'a toujours dérangé. C'est le regard des autres, en fait, qui crée le handicap. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit qu'il y a une norme et qu'en fait, votre enfant n'est pas dans une norme. Vous le voyez, oui, par le regard. Vous le voyez. Après, vous avez des sourires. Vous avez des gens qui sont plus compatissants. Mais des fois, vous avez envie plutôt d'être invisible. Vous voulez passer comme tous les autres. Et vous voyez, quand elle était à l'école, la petite, je me souviens, elle se cachait. Et c'était quelque chose d'assez douloureux pour nous de voir la petite qui se masquait parce qu'elle sentait les regards. Alors moi, avec mon écriture sculpturale, je me suis dit, tiens, je vais m'amener un autre regard, une manière de non différencier les gens. C'est-à-dire, je mets tout le monde sur le même piédestal. Et alors, par contre, pour travailler
cette perception du regard et comment on peut voir. Il fallait prendre des personnages qui sont très visuels. Alors justement, on voit ceux qui ont marché sur la Lune, Mao, Staline, vous avez représenté Wonder Woman, Spider-Man en personnes de petite taille. L'important, c'est ça, c'est en fait de détourner justement la représentation qu'on peut se faire de la puissance. Entre autres, mais aussi c'est pour montrer qu'à partir d'un moment, dans la génétique, vous avez une chance de normalité et une autre qui est la normalité mais différente. Et la différence, elle est vraiment très très petite, elle est infime. Bien sûr. Et après, c'est qu'une histoire d'échelle. Si vous voyez quelqu'un de très grand dans un espace très très grand, il est petit. Vous voyez quelqu'un de petit dans un espace petit, il devient très grand. Mais cette perception d'échelle est importante. Mais surtout, l'intérêt était d'amener les enfants à regarder la différence, mais à leur échelle, à leurs yeux. L'idée, dans votre travail, c'est d'effacer cette différence ou c'est justement de la montrer et de la détourner? Moi, les deux. Les deux, la montrer, la détourner et l'effacer, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous la montrez en montrant que c'est une normalité, vous l'effacez. Et c'est pour ça, les écoles, j'y tenais beaucoup quand j'ai fait cette exposition à Clichy, au pavillon Vendôme. Les écoles sont venues, de la maternelle au lycée, et j'ai trouvé que là, on avait vraiment une grande puissance de parole. Et après, dans leur évolution de vie, ils viendront à se rappeler peut-être, moi j'aurais été qu'un petit contributeur à l'appréciation de la différence. Vous savez, les gens non concernés par une différence, ça leur passe au travers, ils pensent aux vacances, ils pensent à beaucoup de choses, ce qui est normal, hein. Moi j'avoue qu'ils ont le droit de s'amuser. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on a créé un cadre dans nos sociétés, et finalement, tous ceux qui seraient en dehors de ce cadre, en dehors de cette norme, faudrait quasi les invisibiliser. On aimerait par instant être invisible. Comme vous, quand vous allez au restaurant. Nous, on a une attractivité qui est complètement différente. Elle peut être moquée, elle peut être, tiens, regarde, oh, les pauvres, et tout ça. Vous voyez, le regard n'est pas du tout le même. Il y a de la compassion, mais il y a peut-être aussi un peu de pitié. C'est ce qu'on évoquait à la fin de l'émission aussi. C'est le fait de changer de regard et de sortir de la charité, de sortir de cette image, enfin, de ce regard un peu paternaliste. Oui, mais la charité, vous savez, déjà au Moyen-Âge, les gens atteints de handicap, c'était une volonté de Dieu, alors qu'après, il y a d'autres, ils ont dit non, c'est le diable qui est arrivé. Vous voyez ? Il y a quelques années, vous aviez déjà réalisé des œuvres représentant une personne trisomique, une personne aussi en fauteuil roulant. Vous dites qu'il y a l'art qui décore et il y a l'art qui raconte. C'est un continuum chez vous, justement, cette volonté de raconter. Oui, je veux laisser, je ne veux pas quelle trace, mais je veux laisser un témoignage d'une sensibilité d'un être humain qui se questionne sur les autres et qui l'écrit dans sa manière, en sculpture. La trisomie, vous voyez, ça s'appelle le pot cassé. C'est une porcelaine qui est fragile et qui s'est cassée. Parce que, voilà, elle est tombée dans ce chromosome. Et puis, c'est cette fragilité que j'essaie d'exprimer par ce biais. Alors, c'est sûr que c'est pas des œuvres pour décorer, c'est pour raconter, et puis raconter dans toutes les langues, parce que ce langage figuratif est perceptible par toutes les nationalités, toutes les langues. Mais les enfants, vous voyez... Il y a quelque chose d'universel. Les enfants, ils peuvent le regarder, et j'y tiens beaucoup. Mais j'ai entendu des gens aussi qui me disent « Ah non, ça me fait peur ». Alors, vous comprenez une chose qui est complètement insensée. Une personne qui est plus petite que lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait peur ? Des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Vous ne comprenez pas, mais ça permet au moins, et c'est ça que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est que ça permet d'ouvrir le dialogue et justement d'interroger nos propres peurs, nos propres représentations. Et c'est là à prendre conscience justement de cette peur, de ces difficultés peut-être à appréhender les choses, que notre regard peut commencer à changer. Mais le regard, il est toujours, ça s'appelle un autre regard, mais ça aurait pu s'appeler aussi un autre monde. Quand vous avez dans votre famille, des parents ont un enfant comme la nôtre, Ariana, je peux vous assurer qu'on rentre dans un autre monde.
vous rentrez dans un autre monde et effectivement, où le regard qu'on porte sur vous et sur votre fille est différent et c'est ça qu'il faut changer. Merci en tout cas. Merci à vous. Voilà, 27 c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.